Bonjour à vous tous, web auditrices, web auditeurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission, notre émission L'heure de vérité. Alors, l'heure de vérité, il s'agit donc de cette nouvelle édition qui nous amène donc à parcourir, à se pencher sur des sujets brûlants de l'actualité camerounaise, notamment la non-publication de la liste électorale par l'ICAM, les soupçons de manœuvres électorales irrégulières, ainsi que la récente polémique suscitée par les propos de M. Elimbi Lobé. L'heure de vérité, aujourd'hui, pour nous accompagner dans ces analyses et réflexions, nous avons le plaisir d'accueillir un panel de grande qualité. Nous avons donc sur ce plateau maître le professeur Boni, qui est membre de la société civile et fidèle intervenant de notre chaîne, toujours disponible pour éclairer nos débats. Bonjour, professeur. Bonjour Valérie, bonjour mes copanélistes, bonjour à tous les web auditeurs et une fois de plus, merci pour la confiance que vous me faites pour partager avec vous mon point de vue sur les questions brûlantes de l'actualité camerounaise. Je vous remercie. Voilà, à ses côtés, donc, cet après-midi, nous aurons maître Augustin Gueffak, qui revient pour la seconde fois sur ce plateau, après une première intervention écourtée pour des raisons de connexion. Nous espérons pouvoir aujourd'hui aller au bout de cette émission avec vous. Bienvenue sur ce plateau, maître Augustin Gueffak. Anne-Valérie, j'ai pris toutes les dispositions pour être prêt, même si c'est Nico qui coupe, j'ai mes batteries. Je suis en poste et nous dirons jusqu'à la fin. D'accord. Merci de nous rassurer, maître Augustin. Et avec, à côté du professeur Boni et de maître Augustin Gueffak, du côté du Gabon, nous avons monsieur Jean-Clovis Barra, le représentant régional du FCC depuis le Gabon. Il nous honore de sa présence pour une deuxième fois. Nous sommes très ravis de vous recevoir, monsieur Clovis. Bienvenue sur ce plateau. Merci Anne-Valérie, merci pour la confiance que vous me faites de m'inviter une deuxième fois sur votre plateau. C'est un grand honneur pour moi de partager ce soir, ce plateau virtuel avec d'éminents analystes de la scène politique camerounaise. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes de vos web téléspectateurs et je souhaite une bonne émission à tous. Merci. Voilà, nous espérons pouvoir être rejoints par maître André-Marie Tassa, autant pour moi, Tassa, maître Lola. Tassa, avocat dont l'expertise juridique sera précieuse ce soir. Maître, vous êtes ici pour la deuxième fois. Nous vous souhaitons de nouveau plus sur le plateau. Merci. Bonsoir Anne-Valérie, bonsoir à tous les web auditeurs et téléspectateurs. Comme vous avez si bien dit, j'étais déjà là en fin décembre pour échanger avec nos auditeurs. C'est un plaisir renouvelé et surtout, bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir. Voilà. Le grand Tassa, le régional. Bonsoir mon fidèle ami promotionnaire. Merci. Alors, nous devions donc être aussi rejoints par M. Willy Menguea, un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, qui fera donc sa première apparition sur ce plateau. Voilà, nous allons commencer donc cette émission. Alors, le débat va donc s'ouvrir aujourd'hui sur le premier thème qui est la non-publication de la liste électorale. Comme vous le savez tous, cette semaine, l'ICAM a mis en ligne un lien permettant de vérifier son inscription sur la liste électorale, mais sans toutefois publier officiellement cette liste. Cette situation alimente les doutes et des questionnements au sein de l'opinion publique. Alors, maître Tassa, je me tourne comme ça vers vous. Quels sont les moyens légaux pour contraindre l'ICAM à publier la liste, cette fameuse liste électorale? Maître Tassa. Maître Tassa, vous avez la parole. Oui, voilà, je voulais dire, je commence d'abord par la lecture des dispositions de l'article 80 du Code électoral, qui dit ceci: à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Voilà. Depuis le 30 décembre, on a attendu vainement que la liste soit publiée. Des recours ont été
intentée, notamment la saisine du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel nous a dit qu'elle était incompétent, que ce Conseil était incompétent. Nous serons retournés à la Cour d'appel, toujours rien, mais il faut aussi signaler que nous avons écrit au directeur d'Élections Cameroun pour que cette disposition, cette injonction de la loi soit appliquée, et toujours rien. Donc, quand vous demandez quels sont les recours, les recours sont déjà quasi épuisés, et ce que nous avons reçu, nous avons vu dans les réseaux ces derniers jours des correspondances de président du conseil électoral adressé au président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui semblait nous dire qu'ils avaient quelques soucis pour cette publication. Nous voulons espérer que nos efforts pour obtenir cette publication sera couronné par un résultat satisfaisant. Donc, toujours est-il que tout ce qui était faisable, nous l'avons fait jusqu'à présent, et nous voulons garder l'espoir que on ne sera pas déçu. Oh, voilà, nous voulons garder l'espoir. Hein, l'espoir reste toujours là. Je me tourne vers le professeur Boni. Professeur Boni, quelles actions la société civile pourrait-elle mener pour exiger cette publication? Alors, pour comprendre les actions que la société civile pourrait mener, il faut comprendre la détermination du camp d'en face, c'est-à-dire le pouvoir, à conserver ce pouvoir par tous les moyens, à tous les prix. Et pour cela, il faut qu'on fasse un peu l'historique des événements qui ont émaillé justement la conservation du pouvoir par M. Paul Biya, qui a pris le pouvoir en 82, on le sait un peu par hasard, voilà, qui a goûté au pouvoir et qui a même d'ailleurs failli trépasser par un coup d'État de 84, et il en est sorti sain et sauf, Dieu merci pour lui, et il a pris goût à ce pouvoir. Est arrivée la période du multipartisme qu'il ne voulait pas, mais fort des pressions étrangères, notamment de François Mitterrand. Enfin, François Mitterrand, on sait que lui-même, François Mitterrand, c'était pas le plus vertueux des démocrates, mais la vague qui a mis fin à l'hégémonie du bloc soviétique avec la chute du mur de Berlin, et puis donc la volonté d'émancipation des peuples a fait que Paul Biya a été contraint et forcé à ouvrir le jeu démocratique au Cameroun. Évidemment, avec l'espoir quand même que il va conserver ce pouvoir. Il a failli perdre le pouvoir en 92. On le sait très bien. D'ailleurs, il a perdu, mais il a conservé par des voies plutôt malicieuses. Et donc, il a dit, je pense que tout le monde se souvient de l'interview de M. Albin Zonga, qui a dit que Paul Biya avait donné une consigne. Plus jamais ça. Vous ne me reprendrez plus avec ça. Ça veut dire qu'en fait, le monsieur avait décidé depuis la nuit des temps qu'il va mourir au pouvoir. Mais, chemin faisant, il fallait trouver des moyens, de nouveaux moyens pour essayer de garder une certaine légitimité, de faire croire qu'il est réélu de manière démocratique et de manière consensuelle. Et donc, il y a eu, heureusement pour lui, des désistements, des partis qui n'ont pas participé à l'élection présidentielle, par exemple en 2000, je pense que c'était en 2011, voilà, et ça lui ouvrait un boulevard. Et après, on arrive en 2018. En 2018, il faut trouver quelque chose. Or, en face de lui, il y a quand même une vague nouvelle. La jeunesse de Cabral Libye et puis la pertinence de M. Maurice Kamto, qui sont des adversaires redoutables. Alors, on pense à autre chose. Comment faire pour conserver ce pouvoir? On passe par des tricheries du type les observateurs, les faux observateurs internationaux de transparence et d'autres moyens encore, notamment les PV de l'ECAM, la tricherie de l'ECAM. Alors, en 2025, il faut penser à autre chose. Mais entre-temps, un moment fort qui montre que M. Paul Biya est déterminé par tous les moyens. N'oublions pas que il était clair pour tout le monde que M. Paul Biya ne va pas se représenter. Et d'ailleurs, il avait trouvé un dauphin à la personne de son fils. Le fameux franquisme a quand même pris de l'envergure. Et c'était quand même avec son adoubement. Mais à un moment donné, ils ont compris que le franquisme ne peut pas prospérer. Franck, ça coince. Et il a dit, écoute, tu t'écartes, je reviens au devant de la scène. Et voilà comment depuis on n'entend plus parler du franquisme et de Franck Biya. Mais on n'entend plus parler de lui. Pourquoi? Parce que le père a estimé que il ne peut pas quitter le pouvoir. Du moins, il ne peut pas le perdre complètement. Mais comme il ne peut pas le conserver à travers son fils, il faut qu'il revienne au devant de la scène. Et il est là. Et vous, donc, vous imaginez que Paul Biya, avec tous les discours qu'il nous tient depuis là, notamment à la fin de la jeunesse, c'est pour nous annoncer qu'il est candidat. Vous imaginez M. Paul Biya, 43 ans de pouvoir, en train d'aller compétir avec ses gamins, ses enfants. Lui qui a toujours été considéré comme le dieu des dieux, le créateur du ciel et de la terre.
le créateur de ces créatures, en train d'aller en compétition et perdre, non, ce n'est pas possible. Donc, je voudrais simplement qu'on intègre une chose, que les hommes politiques l'intègrent aussi, que cette élection où M. Paul Biya va être candidat, il ne peut pas perdre l'élection officiellement. C'est simplement impossible. Alors pour ce faire, il faut quand même, parce qu'aujourd'hui la jeunesse est bouillante, l'opposition est déterminée, la conjoncture nationale et internationale veut que ça ne peut pas passer aussi facilement que ça. Donc il faut commencer à tricher avant l'élection. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, ils anticipent. Il y a déjà avant même la déclaration du corps, enfin, la publication du corps électoral, il faut pouvoir commencer à tricher. Et ça a commencé par justement la liste nationale. Cette liste électorale nationale-là est la clé de voûte du passage en force de M. Paul Biya. Si nous avons intégré ça, nous avons compris qu'il n'y aura jamais de liste publiée. Ça, je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas. Donc, nous devons nous préparer à avoir au minimum, une élection sans liste électorale publiée. Et en plus, il a la chance que l'opposition est défaitiste. L'opposition ne prend pas sa responsabilité. Il n'y a que le MRC et peut-être une ou deux personnes qui essayent de vouloir contraindre le parti au pouvoir à s'obliger à respecter l'article 80. Mais c'est trop peu pour un régime qui est habitué justement au ralliement d'une certaine opposition. Alors, la société civile, qu'est-ce qu'elle doit faire? La société civile, comme je vous l'ai déjà dit, doit s'apprêter à aller vers un contentieux qui ira au-delà de l'urne, mais qui va se jouer dans la rue. Je le dis et je le répète, Paul Biya ne partira que si le peuple se soulève, si le peuple est déterminé. Le peuple est en train de louper un rendez-vous plutôt idoine, celui de sortir et dire que monsieur, respectez l'article 80. Le peuple ne le fait pas. Est-ce que le peuple va le faire après avoir voté? Ça, c'est tout l'enjeu. Et c'est là où j'avoue que je n'ai pas de réponse, mais j'ose croire que nous allons mobiliser tous les leviers de conscientisation de ce peuple pour qu'à un moment donné, que le peuple réalise que c'est lui qui est en fait le vrai arbitre et non le Conseil constitutionnel. Voilà, merci professeur Boni pour cette première intervention. Je me tourne vers monsieur Clovis Barra, le régional FCC du Gabon. Vous avez entendu le professeur, hein? C'est la rue qui sera le troisième arbitre. Mais au niveau de FCC, que pensez-vous dans ce contexte-là, l'élection sera-t-elle crédible? Le professeur donc de nous peindre une face du tableau, mais pensez-vous au niveau de FCC que l'élection pourra toujours être crédible? Oui, Anne-Valérie, pour cette première prise de parole, je voudrais d'abord indiquer que je parle ici en tant qu'acteur politique. Je ne suis pas activiste. Lorsque je dis cela, c'est parce que nous sommes en Afrique. Et vous savez, la manière dont nous menons les actions politiques en Afrique, c'est assez différent de ce qui se passe du côté de l'Occident. Parce que retenez que ici, tout est lié. Tout est lié. Et lorsque je dis que je ne suis pas activiste, je suis acteur politique, c'est pour que ce que je dois dire, que ceux qui vont m'entendre entendent cela dans le contexte d'une action politique. Nous menons donc des actions politiques. Alors, nous parlons de la publication de la liste électorale nationale. Ce problème, je pense qu'il ne se pose pas beaucoup ici, même si c'est le tout ensemble, mais je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la direction générale de l'ECAM que ce problème se pose. Et je crois que le MRC et d'autres partis politiques qui l'accompagnent ont pris cette situation à bras le corps. Maître Tassa tout à l'heure a évoqué l'article 80 pour dire que si nous étions dans un pays normal, dans un pays sérieux, on ne devrait pas attendre que les leaders de partis politiques se lèvent pour réclamer la publication de cette liste. Parce que la loi le dit. Le 30 décembre au plus tard de chaque année, cette liste doit être publiée. Si ELECAM ne l'a pas fait jusqu'ici, c'est parce que ELECAM et RDPC sont une seule personne, une seule entité. ELECAM, RDPC, c'est une seule entité. Est-ce que ELECAM peut permettre que, à travers elle, le RDPC puisse chuter, puisse tomber? ELECAM ne le fera pas. ELECAM ne le fera pas parce que les membres de cette organisation, de cette structure, qui sont tous membres du RDPC, jouent pour leurs intérêts personnels. Donc, ce que le MRC a fait jusqu'ici, intenter des actions au niveau de la Cour constitutionnelle pour se retrouver à la Cour d'appel, ce sont des actions louables. Mais cela démontre simplement le caractère républicain du MRC
qui, dans son slogan, dit que le pouvoir se prendra par les urnes. Contrairement à ce qu'a dit le professeur Boni, ce pouvoir peut être bien pris par les urnes. Alors nous devons commencer à marteler cela auprès des Camerounais pour que personne ne soit, ne prenne en compte ce facteur de défaite pour dire que nous allons nous décourager, nous allons préparer plutôt une insurrection, par exemple. Non. Je pense que le pouvoir peut être bien pris par les urnes au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir la forte mobilisation de la jeunesse camerounaise qui se rue tous les jours vers les points d'inscription de l'ECAM sur les listes électorales. Et l'ECAM ne va jamais respecter la loi parce que l'article 80 est clair, mais aussi, je vais parler pour notre cas, nous qui sommes à l'étranger, il y a un document qui a été produit par l'ECAM lui-même. Ce document, c'est le manuel d'enrôlement. C'est l'ECAM qui a produit ce document. Je l'ai parce que je suis membre de la commission de révision des listes électorales. Dans ce document, à l'introduction, il est bien dit, pour les Camerounais résidents ou établis à l'étranger, ils ne peuvent s'inscrire qu'en présentant l'unique pièce d'identité qu'on appelle à l'étranger la carte consulaire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure que l'ECAM RDPC, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, le directeur de l'ECAM s'est arrangé à sortir un communiqué le 29 avril 2024. Donc, 4 mois après la date d'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. 4 mois après. Dans ce communiqué, il a ajouté sciemment de nouvelles pièces qui font blocage au niveau de la diaspora pour de nombreux Camerounais qui, malheureusement, ne sont pas tous en situation régulière dans les pays où ils résident pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. De façon sibylline, on nous a donc imposé, en dehors de la carte consulaire, qui est légale, qui est inscrite dans le code électoral, on a ajouté la carte de séjour, on a ajouté le passeport en cours de validité. Quand vous voyez tous ces éléments, c'est pour vous démontrer que l'ECAM est dans une logique qui est celle de défendre son cousin RDPC pour faire en sorte que ce parti ne puisse pas lâcher le pouvoir. Donc, pour s'inscrire au niveau de la diaspora, vous n'avez plus seulement besoin de ce que la loi exige, à savoir la carte consulaire, mais vous avez l'obligation d'aller vous faire établir une carte de séjour. Ou alors, pour des Camerounais qui sont nés, par exemple, au Gabon, qui n'ont jamais voyagé et qui ont atteint la majorité électorale, ils doivent absolument avoir un passeport. On vous demande donc de présenter concomitamment la carte consulaire, la carte de séjour et le passeport, tous en cours de validité. Cela est contraire à la loi électorale. Cela est contraire au code électoral. Mais c'est une stratégie que l'ECAM, conseillé par le RDPC, a mise sur pied pour empêcher à la grande majorité des Camerounais de s'inscrire. Donc, pour conclure sur cette première phase de prise de parole, je dois dire que ce qu'il y a à faire, ce n'est pas de penser à une mobilisation pour la rue en ce moment, parce que l'article 80, même s'il n'est pas respecté, il n'empêche pas aux Camerounais de continuer à se mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Car nombreux nous serons, nombreux le jour de l'élection, nous serons capables de faire le contrepoids. Donc, nous sommes dans la logique du MRC qui dit la prise du pouvoir par les urnes. Nous sommes dans la logique du FCC qui soutient le professeur Maurice Kamto et disons tous les Camerounais qui ont atteint l'âge d'être inscrits sur les listes électorales doivent le faire pour que nous soyons très très nombreux au mois d'octobre pour voter, pour surveiller et pour protéger nos votes. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, Anne-Valérie. Voilà, merci à vous, M. Clovis, pour cette première intervention. Je me tourne vers vous, Maître Ngefak. Quelle autre marge de manœuvre existe pour contraindre l'ECAM à publier cette fameuse liste électorale? Anne-Valérie, je suis très content pour ce sujet et je comprends très bien la peur du professeur Boni. C'est un marxiste-léniniste, c'est un monsieur de la praxis. Il n'aime pas tout réfléchir, il aime aller droit au but. Mais je vais lui dire ceci. La maxime changement par les urnes et dans la paix, elle sera effective et elle est effective au Cameroun. Nous sommes ici parce que nous croyons au grand principe suivant lequel c'est 50 petites choses qui font la différence. Nous sommes en train de rien inventer. Hein? Tout ce qui se passe aujourd'hui en 2025 a été soulevé en 2018. C'était passé dans l'anonymat. Parce que vous et moi, nous ne nous connaissions pas et pourtant nous étions acteurs. Parce que cette chaîne de télévision en ligne, elle existait bien, mais elle n'était pas assez impliquée. Aujourd'hui que nous sommes là,
Ça, c'est déjà une voie pour combattre ce type de fraude. Donc, je tire d'abord un grand coup de chapeau à Anne-Valérie et à tous ses collègues, à tous ses amis avec qui ils se battent pour vulgariser et divulguer les difficultés que rencontrent les politiques au Cameroun. Les médias qui n'occupent pas la première partie, le premier rang, je crois qu'ils sont premiers ex aequo pour l'évolution de la démocratie au Cameroun et je vous tire un grand coup de chapeau. L'article 80 participe juste des techniques de fraude développées par le parti État. Souvenez-vous, en 2018, le professeur Maurice Kamto a fait l'exégèse des techniques de fraude, il y en avait au moins 40. C'est-à-dire, y compris la non-publication de la liste nationale. Il y avait au moins 40 fautes, 40 moyens de fraude. Aujourd'hui, toutes ces voies-là sont touchées et le parti est en difficulté. Il est en difficulté parce qu'il ne contrôle plus la base de cette fraude. Il n'est plus le maître de sa fraude. Lui-même, il sait qu'on connaît sa manière de faire et on est déjà assis sur la racine de sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il n'a plus la pleine ou bien la totale maîtrise de l'affaire. Voilà. Donc, l'article 80 est en train d'être méthodiquement bousculé pour être exécuté. En 2018, le MRC a saisi les mêmes gens, les mêmes juridictions, il n'y a eu aucune réponse. Mais nous sommes seulement en février. C'est-à-dire que février, c'est fini hier. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé. Le Conseil électoral s'est déjà prononcé. La Cour d'appel s'est déjà prononcée. Et vous voyez comment ils sont en difficulté. C'est-à-dire que la pression que nous exerçons sur eux, que toutes les parties, les composantes de l'opposition sérieuse mettent en difficulté l'administration et le judiciaire qui doivent veiller à l'application de l'article 80. Je peux vous jurer que il n'existe dans aucun pays une élection parfaite. Ce ne sont que des élections acceptables. Et nous sommes déjà proches de l'acceptabilité de l'application de l'article 80. Quand il met déjà en ligne le lien pour nous permettre d'accéder à la liste nationale, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Nous avons engagé cette émission, c'est parce qu'il faut les bousculer pour qu'ils mettent la liste dans ce lien. Ça va prendre le petit temps, mais ils vont mettre. Quand ils vont mettre cette liste, ils vont toujours créer des fautes. Nous allons les bousculer pour leur démontrer qu'il nous faut surveiller prima facie les erreurs, les omissions ou les doublons. Ce n'est pas à travers un seul code. Et puis les spécialistes en informatique travaillent dessus. Quand ils vont mettre, vous allez inviter ici les spécialistes de cette technique de communication, ils vont nous dire comment mettre la pression sur eux pour que ce soit available, pour que ce soit à la portée de tout le monde. Donc, en attendant, les procédures ne sont pas achevées parce que la Somme, nous sommes en train de réfléchir. À l'heure actuelle, nous sommes en train de concevoir les voies de recours pour amener les juridictions compétentes à nous dire que finalement, le Conseil électoral ne publie pas. La Cour d'appel, elle ne fait rien. Le Conseil constitutionnel ne fait rien. Qui est donc compétent? Nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous dise effectivement, au regard de toutes ces décisions qu'on a obtenues, dites-nous de façon claire qui va contrôler l'application de l'article 80. Parce que de façon déguisée, le Conseil constitutionnel a dit c'est le Conseil électoral et la Cour d'appel. Les deux ont dit qu'ils sont incompétents. On va retourner vers ce Conseil constitutionnel. Et lui dit que voilà, tu as donné une injonction civiline. Maintenant, sois clair. Quelle est la procédure? Et le contentieux va aller tout doucement. Et nous sommes en train de marcher. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'allons plus refaire ça demain. Or, si nous ne faisons pas cela aujourd'hui, nous serons obligés de refaire demain. Donc, nous sommes en train de gagner petit à petit le terrain. Et entre-temps, ça se bouge partout. Vous voyez, chaque jour qui passe dans les journaux ou dans les médias, on dit voilà comment le gouvernement est en train de vouloir frauder. Le peuple est derrière. Voilà comment le gouvernement fraude. Le peuple est derrière. Voilà comment... Finalement, ils ne savent plus sur quel pied se tenir. Et nous ne sommes pas dupes. Il va rester une seule formule. Chacun a sa carte à main. Il va voter et il contrôle. Le vol ne peut pas s'y installer. Ça, c'est des solutions qui ont été données il y a longtemps. Par le professeur personnel, Joseph Ouna, le chantre même, qui a dit pour contourner, il fallait aux élections et voter et surveiller en rang. C'est-à-dire lui-même, il a dit, c'est eux qui ont construit les textes flous. Mais il dit pour surveiller ces textes flous, la seule voie, c'est d'aller aux élections en rang serré. Vous allez aux élections en rang serré, vous votez, vous surveillez. Mais si vous votez, vous partez dormir. C'est un champ ouvert pour la fraude. C'est ce que le parti État attend. Le parti État n'attend que la petite virgule, le petit sommeil. Et c'est où j'ai dit très souvent,
Il faut se souvenir de ce qu'on dit souvent à l'église. Il faut veiller. Celui qui dort, sa chance passe. Nous devons veiller, professeur. Voilà le problème. Voilà. Merci pour cette première intervention, Maître Gefak. Alors, nous allons aborder la deuxième thématique de ce débat d'aujourd'hui. Le MRC a déposé plusieurs requêtes devant le Conseil électoral de la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel pour obtenir la publication de la liste électorale sans succès. Dans ce même temps, des informations circulent sur une présumée collusion entre le RDPC, la DGN et l'ECAM. Délivrer des cartes d'identité à des étrangers et de les inscrire sur les listes électorales. Alors, Maître Augustin Gefak, je reviens vers vous. Pensez-vous que cette manœuvre pourrait expliquer la réticence de l'ECAM à publier la liste électorale? Maître Gefak? Anne-Valérie, voilà un bandit qui n'a même pas encore volé, mais tout le monde a déjà vu comment il va faire pour voler. Vous croyez qu'on va le laisser faire? Je vous ai dit que c'est 50 petites choses qui feront la différence. Et quand il est intelligent, il va recruter, qui recrute les Tchadiens. Celui qui vous a dit que voilà comment ils ont de faire, c'est parce qu'il a la liste de quelques-uns. Si vous avez 10, moi j'ai 2, nous sommes déjà ici peut-être 5. Si chacun de nous a 10 étrangers, on remet ça, ils vont reculer. Et quand nous tempêtons, chaque bureau de vote, comme on dit souvent, chacun doit... Oh là là, on a perdu maître. La seule, voici. Vous savez qui... Maître, on ne vous entend plus. Maître Gefak? Alors, je me tourne vers Maître Tassa. Autant pour moi, je sais. Maître Tassa, excusez-moi. Quel recours reste possible face à ce qui s'apparente à une éventuelle fraude massive? Très bien, très bien. Je dis que nous sommes convaincus que le RDPC veut absolument utiliser la fraude pour passer en force. Or, ce qui est constant, c'est que nous avons comme objectif d'arriver par les urnes et rien d'autre. Nous avons vu en Gambie avec Yaya Jammeh, il est parti malgré toute la force qu'il pouvait avoir. En ce moment, tout le monde sait que le RDPC est devenu minoritaire, très très minoritaire. Ils vont vous dire qu'ils sont partout. Mais s'ils forcent la faute, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus, il y a déjà presque 30 ans, ils ne peuvent plus gagner une élection. Si en 92, ils discutaient avec une trentaine de pourcents, avec 35% environ, au jour d'aujourd'hui, le RDPC ne peut plus avoir même 10% de la population du Cameroun. Alors, aller chercher des étrangers pour pouvoir faire pour constituer leur vivier électoral, c'est parce qu'ils savent que la malgouvernance a déjà et les détournements ont permis à ce que les Camerounais aient les yeux ouverts. Et comme j'ai écouté Jean Clovis dire tout à l'heure, ce qui est constant, c'est que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Et tout ce que le RDPC peut faire. Aujourd'hui, notre souci, c'est d'avoir des élections transparentes, des bonnes élections. Mais nous disons, avec déjà les effectifs que nous, tout le monde sait que l'année passée, c'est le RDPC qui demandait aux gens de ne pas aller voter et dit que c'est un devoir et non un droit. On n'est plus pas obligé d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils savaient que tous ceux qui s'inscrivaient pour voter contre le RDPC. Et nous savons que après les inscriptions, il y a le vote, il y a la surveillance de vote et il y a la défense de vote. Donc, nous avons déjà réagi avec les déclarations pour dire que nous sommes au courant de ce que on essaye de faire enrôler des étrangers parce qu'on n'a pas des électeurs. Et j'ai une pensée spéciale pour le jeune Joubaïou qui a dénoncé ce qui se passait dans la Damawa et qui aujourd'hui, on ne sait pas quel est son sort dans les geôles du secrétariat d'État à la défense. Ok. Je suis là. Je reviens. Ok. Terminez votre propos, maître. Oui. Terminez. Rafraîchissez-moi la mémoire avec la question. Reprenons la question. Alors, la question était de savoir, que pensez-vous que cette manœuvre
pensez-vous que cette manœuvre explique la réticence de l'ECAM à publier la liste électorale? Oui, j'ai dit que je reprends. Je continue en disant que aucune technique de fraude n'est au-dessus du contrôle, ne peut échapper au contrôle du souverain qui est le peuple. Quelle qu'en soit la fraude développée par le RDPC, elle sera démasquée par le peuple qui est le souverain. La seule pensée du RDP sera découverte, elle sera exposée, elle sera décriée. Voilà un exemple tel que vous venez de dire, la location des étrangers. Que ceux qui hésitent, que ceux qui ont peur n'aient plus peur, parce que le peuple est au contrôle. Toutes les pistes de fraude, j'insiste, toutes les pistes de fraude seront dénoncées, seront traitées d'égale valeur, et les élections sérieuses vont se passer dans ce pays en octobre 2025. Croyez-moi, personne ne va fuir, et ce sera transparent. Les résultats, ils ne vont pas prendre le temps jadis. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas modifier la loi, parce que la même loi nous permet maintenant d'avoir les élections le plus tôt possible. L'article 113 est clair. Au soir, à minuit, le jour des élections, Anne-Valérie, vous et moi, on va s'appeler Eri. Ce ne sera plus seul au pouvoir, parce que nous tous, nous aurons entre les mains les résultats des élections, au-dessus de toutes les fraudes, les résultats authentiques des élections, au-dessus de toutes les fraudes. Parce que les mêmes auteurs de ces fraudes-là vont nous donner le secret. Croyez-moi. Même vous avez l'air très sûr. Comment est-ce que vous pouvez rassurer le Camerounais lambda par rapport à ce que vous dites? Vous dites que le peuple est souverain, il sera au contrôle. Vous êtes sûr que au soir de l'élection, là, ça va se passer comme ça? Donc, vous n'êtes pas très d'accord avec ce que le professeur Boni dit? Le professeur Boni, je vous ai dit que c'est un martien. Il est de Karl Marx, c'est quelqu'un qui aime la pratique. Il n'a pas fait le droit qui est à cette partie de jonglage-là. Et nous, on comprend ça avant. Et on anticipe. Souvenez-vous, le journal du MRC a révélé quelques données là. Il a dit qu'il y a des spécialistes qui sont en train de concevoir des logiciels. Il n'a pas dit un logiciel. Des logiciels qui nous donneront en temps réel la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, le fraudeur ne peut pas attraper. Il ne peut pas empêcher. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux. Est-ce qu'un fraudeur peut empêcher un réseau social de s'épandre? Ils sont en difficulté parce que, je vais vous donner notre technique. Avant, nous attendions Cameroun Tribune, la CRTV, pour avoir une idée. Mais à peine ils ont réfléchi que tout le monde entrait au courant. Voilà la vraie porte de la fraude partie. Quand les gars contrôlent le logiciel, ça veut dire que si on place dans tous les bureaux, et vous avez suivi la conférence du professeur Kanto, il dit que tous les bureaux de vote seront couverts. C'est pourquoi il a demandé 6 milliards et demi. S'il y a seulement deux personnes dans chaque bureau de vote qui sont pour l'opposition et qui disent la vérité, c'est terminé. C'est terminé. Au plus tard, moi je dis j'ai été scrutateur, j'ai conduit les élections pour SDF à Douala. C'est-à-dire que je sais comment ça marche. À minuit, nous aurons toutes les tendances et elles ne pourront pas s'effacer. Il n'y aura pas moyen de manipuler. De deux sur le terrain, le peuple est en train de faire ce qu'il doit faire. Le RDPC, même si vous êtes du RDPC, il ne faut plus me rassurer que le Grand Nord, c'est votre vivier politique. Parce que la société civile, l'opposition a saqué l'électorat du Grand Nord. Ça a déstabilisé de sorte que chacun saura quelle est exactement la vérité venant de ce côté. Donc, tous les foyers où la fraude se passait, le peuple a la même mise dessus et va surveiller. Je n'ai pas entendu parler, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler, quelqu'un dire qu'il compte sur l'armée. Parce que c'est quand même l'armée. Si quelqu'un a mis dans quelques bords de l'armée, il sait que celui-là dit seulement, vraiment ne comptez pas sur moi pour la fraude. Et ça, c'est le travail de chaque Camerounais. La conscientisation. Le peuple en a marre. Le peuple n'exclut pas ses autres corps. Chacun veut la vérité. Si au choix des élections, le peuple a élu qui il a élu, les résultats seront acceptés. Mais s'il y a fraude, on saura de quel côté et le peuple va réagir. Maître Nguema. Oui, Maître Nguema, voilà. Il me semble bien que le président de la République est le chef des armées. Parlant oui. de l'armée, vous voulez dire que l'armée, elle ne sera pas loyale à son chef? Mais attendez, est-ce que vous avez vu la correspondance que le président du conseil électoral a envoyée au MRC?
Le MRC a demandé la délocalisation des bureaux de vote dans les casernes. Le type a dit qu'il s'engage à délocaliser. Voilà une source de fraude qui est fermée. Voilà une source de fraude qui est fermée. Parce que la correspondance avait dit quoi? Vous voyez que le MRC, on ne fait pas de bruit là. Ils ne font pas de bruit. S'il y a, avec cette correspondance, si on démontre que au jour de vote, dans telle caserne, il y avait un bureau, on brandit seulement au conseil électoral la correspondance. Comme on avait pris l'engagement de délocaliser, mais voilà tel bureau de vote. Tous les résultats qui sont tirés de là seront nuls. Et vous savez de quel côté on devait pencher. Madame, tout le monde est debout. Vous êtes en train de faire pour vous. Le professeur Boni fait sa part. Notre frère du Gabon, il fait sa part. Tassa fait sa part. Moi, je fais ma part. Tout cela conjugué. Ici, nous sommes 30 millions de Camerounais. Et il n'y a que 2 600 000 qui ont toujours élu le RDPC. De 30 millions de Camerounais, 2 600 000. Si chacun fait sa part, moins les 2 600 000, qui va gagner qui? La majorité, maître. Mais voilà, on n'aura même pas d'efforts à fournir. Ça dit quoi la guerre? Voilà, maître. Il n'y a plus lieu de paniquer. C'est à qui? D'accord. C'est à qui, selon Maître Kefa? Je vais donc me tourner vers M. Bara, hein, le représentant, le régional FCC Gabon. En mettant cette situation dans le contexte gabonais, pensez-vous qu'il pourrait tolérer que des étrangers établis sur leur territoire contribuent à manipuler les résultats d'une élection? Oui, Anne-Valérie, merci. Au Gabon, tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, je peux le dire avec beaucoup de certitude, sont des Camerounais. Ils sont des Camerounais parce que la première pièce qu'on demande ici, c'est la carte consulaire. Et vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes véritablement Camerounais. Il fut quelques années, longtemps peut-être avant que je vienne au Gabon, on nous dit que c'était encore possible pour certaines personnes issues de nationalités non camerounaises d'obtenir la carte consulaire. Mais je pense que depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, c'est une mission quasi impossible. Donc, pour le cas du Gabon, je pense que les Camerounais qui sont inscrits sont des Camerounais. Maintenant, vous posez la question de savoir si le Gabon peut tolérer que les étrangers s'inscrivent et votent. Aucun pays ne peut l'admettre. Aucun pays. Le Gabon ne fait pas exception. Donc s'il y a des étrangers ici qui veulent trouver des stratagèmes pour s'inscrire sur la liste électorale, pour voter au Gabon, s'ils sont démasqués, ils seront punis, conformément à la loi gabonaise. Maintenant, je vais dire, M. Geffat, il nous rassure tellement qu'on a envie de dire que le gibier est déjà dans la besace. Mais je pense que nous ne devons pas nous tromper d'adversaire. Nous avons en face de nous des professionnels de la fraude. Alors, si les gens veulent prendre des cours de fraude électorale, nous pouvons leur conseiller de faire un tour au Cameroun. Parce que le RDPC... Bien Clovis, c'est pourquoi je demande à chacun de veiller. D'accord. S'il fallait délivrer des titres aux spécialistes de la fraude, je pense que le RDPC en gagnerait suffisamment. Alors, mais nous allons dire simplement que nous avons face à nous un adversaire que nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà ses méthodes. Tout à l'heure, je crois que c'est Maître Tassa qui a évoqué l'épisode de 1992. En 1992, le RDPC qui s'était battu contre le multipartisme et l'instauration de la démocratie au Cameroun, s'était vu surprendre par l'élection présidentielle de 92. Et je pense qu'au sortir de cette élection, ils ont juré que plus jamais, ils ne se laisseront prendre. Et les élections qui ont suivi nous ont démontré qu'ils ont, au fil du temps, développé beaucoup de mécanismes, beaucoup de stratégies pour conserver le pouvoir sans en avoir gagné les élections. Et l'épisode de 2018 devait être semblable à celle de 1992. Là encore, nous avons vu que le RDPC est resté déterminé à dire, coûte que vaille, nous allons garder le pouvoir. Et ils ont gardé le pouvoir pour 7 ans. C'est 7 années qui sont passées dans la stricte, comment on va dire ça, sans résultat probant. Parce qu'on ne peut pas à ce jour demander au RDPC, dirigé par le président de la République, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait en 7 ans? Il n'y a pas de résultat, c'est néant. Maintenant, il se prépare pour une autre élection de 2025. Et la méthode consiste à utiliser d'autres stratagèmes qui vont permettre, une fois de plus, de garder le pouvoir. Seulement, on dit, honte à celui qui me trompe ou me vole une fois. Mais s'il parvient à me voler ou à me tromper 2 fois, honte à moi. Le RDPC nous a appris que pour
le battre aux élections, il faut développer des stratégies de vote massif, de contrôle tous azimuts et de bagarre même s'il le faut, pour ne pas laisser que les voix aillent, que les voix qui ont été exprimées pour l'opposition aillent au RDPC. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Gabon en 2018. En 2018, nous votons ici, à l'ambassade, et à 18 h, on a bouclé les opérations. Il faut maintenant passer au dépouillement. N'eût été la détermination des Camerounais, tous bords confondus, hormis le RDPC, qui ont décidé de rester à l'ambassade, même si ça devait faire 2 jours, on nous aurait volé la victoire ici. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes restés à l'ambassade de 18 h à 9 h le lendemain, donc le lundi. On a voté un dimanche. Nous avons passé toute la nuit à nous battre pour qu'on ne nous arrache pas les urnes, pour les amener à un autre endroit qui n'était pas indiqué. Nous avons tenu à ce que le dépouillement se fasse sur place et devant tous ceux qui étaient dans l'enceinte de l'ambassade. Ce fut un bon moment. Et Dieu merci, le lendemain, quand on a dépouillé, le professeur Maurice Kamto a battu à plate couture le président Paul Biya. C'était un événement. Je pense que l'histoire peut se répéter. Elle doit même se répéter. Elle doit se répéter parce que, après avoir vu tout cela, et le RDPC s'est dit, la diaspora est en majorité acquise à la cause de l'opposition. Quand je dis l'opposition ici, c'est particulièrement à la cause du MRC. Alors, comment on fait pour empêcher cette diaspora d'aller massivement au vote? Il faut mettre sur pied des mécanismes qui vont réduire le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Si nous prenons le cas du Gabon, on vous exige la carte de séjour. Pour avoir une carte de séjour ici, ça demande une certaine somme. Et ce n'est pas au premier venu. Il faut un passeport. Le passeport, si vous êtes au Gabon, vous voulez faire un passeport camerounais, c'est 160 000. Ce n'est pas tous les Camerounais ici qui sont capables de débourser 160 000 pour avoir un passeport. La carte consulaire même, qui était à 5 000, on nous a dit que c'est la loi des finances, est passée aujourd'hui à 20 000. Ça veut dire que chaque jour qui passe, on développe des méthodes pour empêcher au plus grand nombre de s'inscrire. Mais qu'à cela ne tienne. Nous travaillons, nous essayons de sensibiliser, de mobiliser le plus grand nombre de toujours aller s'inscrire, malgré cette nouvelle condition imposée par le directeur général de l'ECAM, pas par le code électoral, parce que le code électoral est clair. On ne demande aux gens de s'inscrire à la diaspora que sous la présentation d'une seule pièce, qui est la carte consulaire. Donc les Camerounais sont en train, au niveau du Gabon, de se mobiliser. Ils vont payer les cartes de séjour, ils vont faire leur passeport pour être à jour, et ils s'arrangent à payer les 20 000 francs de carte consulaire. Donc nous le faisons pour qu'au jour J, qu'on ne nous dise pas que au Gabon, nous n'avons pas fait notre part. Alors, je vais revenir un peu sur le mariage incestueux qu'il y a entre le RDPC et l'ECAM. Et l'ECAM ne peut céder à toutes les revendications qui sont formulées, particulièrement par le MRC, parce que j'ai l'impression que ça ne concerne que le MRC et les partis alliés de l'APC, car les autres partis ne se gênent pas, nous constatons. Le MRC, dans sa détermination, même si nous ne parvenons pas à obtenir la liste électorale nationale, le fait que les Camerounais soient toujours informés de ce qui se passe les motive davantage à aller vers les points d'inscription et les camps pour se faire enrôler. Et c'est ce que nous souhaitons que les Camerounais continuent à faire. Et nous n'allons pas être distraits. Nous n'allons pas non plus nous laisser berner par ces discours qui tendent à faire croire que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, le RDPC sera toujours vainqueur. Nous allons nous mobiliser, nous allons travailler pour que, au soir du jour de l'élection, que le MRC, avec son candidat, soutenu par l'APC, soit le vainqueur de cette élection. Est-ce que je peux dire encore pour le moment, Anne-Valérie? Micro. Ah, désolé. Je me tourne, merci pour cette intervention, Monsieur Jean-Clovis, et je me tourne vers vous, professeur Boni. Certains observateurs estiment que ce combat est une perte de temps. Comme le pense le professeur Niamsi, quelle est votre lecture de cette position et quelles alternatives propose-t-il? Alors, je veux d'abord rassurer nos web auditeurs, l'opinion publique nationale et internationale, et je veux rassurer mes copanélistes que moi, je suis foncièrement un démocrate. Je suis quelqu'un qui prône le respect des institutions, le respect du code électoral et le respect du processus électoral. Je n'ai jamais dit qu'il ne faille pas aller aux élections. Je n'ai jamais demandé qu'il ne faille pas sensibiliser les gens à aller s'inscrire aux listes électorales. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que je fais partie des gens de la diaspora qui ont demandé qu'on cesse d'aider nos familles au Cameroun si quelqu'un
ne te prouve pas qu'il a une carte électorale. Et j'ai déjà eu à refuser de financer ci et là à des gens au Cameroun quand je dis est-ce que tu as la carte électorale? Non, allez, dossier classé, même dans ma famille. Donc, je considère que l'élection, le vote, est un processus normal dans le chemin vers ma 3e République. Il faut aller voter et il faut sécuriser le vote parce que c'est ce geste-là, citoyen, qui va d'ailleurs nous donner le crédit, la légitimité d'aller donc défendre le vote. Or, je dis encore que, comme malheureusement, le vote devrait être défendu, ben, les Américains n'ont pas besoin de défendre le vote. Les Français, quand ils votent, ils n'ont pas besoin d'aller défendre le vote. Voilà, parce que c'est automatique. Mais malheureusement, au Cameroun, ce sera le cas. D'ailleurs, qu'est-ce qui confirme ça? Et qu'est-ce qui me conforte dans ma position? Depuis que nous sommes là, Mengefak, Metassa, Jean Clovis, mais vous m'avez déjà listé au moins 20 astuces de tricherie de M. Paul Biya. Au moins 20. Là, en quelques minutes. Au moins 20. Et vous-même, vous avez dit qu'il y en a peut-être 50. Mais Paul Biya, excusez-moi du terme, c'est un bandit. C'est un bandit parce que un fraudeur d'élection est un bandit. Quelqu'un qui a demandé à Dipanda Mwele de dire que, dis donc, c'est moi, dit que c'est moi, alors que ce n'était pas lui, c'était Fondi. Mais c'est un bandit. Vous ne pouvez donc pas avoir l'optimisme, je veux dire, naïf de Maître Ngefak, qui est d'ailleurs contagieux. J'ai envie de te croire, mon cher frère. J'ai envie de croire que vraiment c'est fait, c'est balisé. J'ai même envie d'acheter mon billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Parce que si j'arrive là maintenant, c'est les babous qui vont me prendre. Voilà, j'ai même envie d'acheter ça. Et donc, tu risques même d'être comment on appelle ça, le responsable de ma zogotisation. Parce que je peux prendre le billet là, je dis que j'arrive, parce que c'est fait. Alors que c'est loin d'être fait. Et moi, je ne suis pas simplement marxiste, comme Maître Ngefak a dit, je suis un marxiste médecin. Je suis un médecin. Et nous, en médecine, on sait une chose, c'est que les mêmes causes entraînent la même maladie et les mêmes conséquences. Or, je dis encore que vous m'avez déjà listé 20 poches de fraude. Paul Biya ne sait faire que ça. Paul Biya ne sait rien faire d'autre que tricher, tricher et tricher. Et il va tricher. Et c'est une chose, c'est que, in fine, quand vous allez donc réussir à dénoncer, encore, vous savez, au Cameroun, hein, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dénoncé? Et après, on nous dit que bon, commission d'enquête de ceci, machin, truc, ça n'a jamais rien prospéré. Maître Ngefak, vous avez le collectif SWAP. Combien de requêtes vous avez déjà engagées au Cameroun depuis au moins 2018? Quelle est la requête qui a prospéré? Aucune, ou presque aucune. Soyons pragmatiques. Paul Biya ne va jamais demander à Clément Tangana de dire que c'est Maurice Kamto ou Monsieur X qui a gagné. C'est impossible. Ça, je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas gagner. Nous avons toujours gagné. Paul Biya n'a jamais gagné. Donc tout ce que tu es en train de m'expliquer, tu es juste en train de me dire que, en fait, le peuple camerounais ne peut pas voter Paul Biya. Ça, on le sait depuis toujours. Mais, in fine, il va faire comme cette histoire de la liste électorale. Je suis persuadé d'une chose, Maître Ngefak, s'il y a 2 ans, on t'avait dit que Elekam, le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel, allait faire un déni de justice. C'est toi qui es un homme de droit. C'est-à-dire, l'article 80 est univoque, sans embâche. On n'a pas besoin d'interpréter 1 million de fois. Mais le fait est que, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, demain, et je termine avec ça, nous allons gagner. Paul Biya va donner un consigne à Clément Tangana parce que c'est sa mission. Dis, prononce-moi mon nom. Juste mon nom. Prononce-moi mon nom. C'est ça qui va se passer. Et parce qu'il sait que le peuple va faire comme le peuple est en train de faire avec Djubaïrou. L'un des interlocuteurs nous a parlé de Djubaïrou. Si la mère de Djubaïrou, c'est-à-dire ce jeune qui au nord a dénoncé l'une justement des tactiques de fraude, si sa mère nous entend parler, elle va couler une larme. Parce que le peuple, ce fameux peuple dont tu parles, qui est prêt, on est prêt à abandonner Djubaïrou. Est-ce que c'est normal que ce monsieur ait disparu jusqu'à aujourd'hui et on est là, on va à nos occupations, on pense à tout, on se dit comment on a déjà gagné, alors que voilà quelqu'un qui a contribué plus que moi, Aimé Boni. Il a contribué parce qu'il a dénoncé quelque chose de probable, on l'a abandonné. Et c'est ce peuple-là qui, au soir d'octobre 2025, va rester dans les maisons. Les gens vont rester dans les maisons. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas cette opportunité pour dire que le peuple est prêt. Non, le peuple n'est pas prêt. Le peuple camerounais, c'est un défaitiste, c'est un peureux, c'est un je veux voir mes enfants grandir, c'est un méchant, c'est un tout ça. Et nous devons, nous, sensibiliser ce peuple, démontrer au peuple que si toi, tu restes à la maison, si tu ne fais rien, si tu ne dénonces pas l'affaire Djubaïrou, si tu ne vas pas, tu ne sors pas pour la liste électorale, comme tous les partis sont en train de le faire, c'est-à-dire tourner le dos. Tourner le dos. Il n'y a que le MRC
et le FCC. Depuis qu'on parle là, tu essaies de nous expliquer les choses. On ne voit pas une coalition de l'opposition. On voit juste un seul parti qui est vent debout contre tout ce qui se passe. Et pour moi, ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Et donc, j'assume que je suis un marxiste, mais un marxiste pragmatique. Voilà. Vous voulez intervenir, Maître Goffin? Oui. Allez-y. Professeur, nous disons la même chose. J'ai dit, comme on dit à l'église, il faut veiller. Il faut veiller. Vous êtes en train de voir d'autres. Moi, j'ai dit, j'ai déjà choisi. Le peuple aura en face de lui deux hommes. Monsieur Bia et Monsieur Kamto. Et le peuple va choisir. Derrière chacun des deux hommes, chacun d'eux aura ses amis, ses partisans et ses sympathisants. Ceux-là, ils se reconnaissent. Ils sont honnêtes ou sérieux. Je n'ai pas à fouiller. J'ai déjà vu ceux qui seront en face du peuple. Le peuple va choisir un parmi les deux. Et moi, je dis, en concluant avec vous, ce que nous faisons actuellement là, ça participe de cette haute sensibilisation. Je suis convaincu que ceux qui nous suivent, qui hésitaient encore, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, à la suite, ou bien en nous écoutant échanger, nous dissipons les inquiétudes et progressivement nous les mettons dans les rangs. Vous voyez que nous avons déjà franchi. L'une des fraudes, c'était quoi? Quand on ne sera pas candidat, Maintenant qu'on a dépassé ce débat, quelques sceptiques, que même si nous l'initions, on leur donne à boire toute la journée, ils vont nous douter. Ils seront toujours avec l'idée de quand on ne sera pas candidat. Mais ceux qui sont déjà convaincus qu'il sera candidat, ils sont déjà passés à autre chose. Donc nous devons sensibiliser, multiplier ces émissions jusqu'à ce que le jour J arrive et que nous tous nous allons voter. Je vais vous dire, le président du Conseil constitutionnel, il ne déclare irrecevable qu'avec les pièces qu'on vient lui donner, les pièces fabriquées. Nous avons déjà compris ça. Il ne recevra plus ce type de 32 PV là. Nous allons boucher, et nous sommes en train de boucher les trous pour qu'ils ne reçoivent plus ce type de 32 PV. Il recevra les PV que tout le monde possède. C'est pourquoi nous sommes debout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je vais vous proposer sur le plateau de passer à la dernière thématique. Hein. Et s'il te plaît, Anne-Valérie. Oui, Metassa, vous prenez la parole. Oui. Je voudrais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur Boni, mais je voudrais lui rappeler que au regard du passé, que lui-même a bien cité, et des évolutions, il devrait comprendre que, comme nous avons l'habitude de dire, la nuit précède le jour. Ce n'est pas d'un seul coup que l'arbre tombe, c'est ayant reçu plusieurs coups. Et nous savons que les lignes ont bougé et il n'y a plus de raison de désespérer. Sinon, on ne serait pas en train de faire, comme il a dû me rappeler, plusieurs requêtes et même quand ça n'a pas abouti, on continue. C'est parce qu'on est convaincu que c'est avec fracas que le résultat va finir par être positif. 2025, ce n'est pas 2018, ce n'est pas 1992. Lui-même reconnaît que beaucoup de choses ont quand même bougé depuis lors. Avec le RDPC même qui contribue en continuant avec la malgouvernance. Même les quelques personnes qui travaillaient pour le RDPC aujourd'hui sont convaincus de pouvoir être obligés de travailler pour le changement. Donc, en poursuivant dans la logique actuelle, nous sommes presque convaincus que à la fin, même ce sera avec la bouche même de ces conseils constitutionnels qu'on va proclamer le résultat en faveur du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Voilà. Merci, Maître Tassa, pour cet ajout.